Donc comme vous pouvez voir, Trop de problèmes dans notre pays. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Bonjour Gabriel, tu as créé le média indépendant en février 2019. Peux-tu te présenter? Alors bonjour à toutes et à tous, Gabriel Brisé, né le 2-05-1989 à Soyo, originaire de Charente donc. Peux-tu nous expliquer ton parcours? Alors mon parcours, à moi, il a été très particulier, il a été semé d'embûches. Effectivement, moi dès l'âge de 4 ans, j'ai été placé en foyer dans un premier temps, où je suis resté quelques années. Donc j'ai fait de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. De temps à autre, j'arrivais à avoir le droit de rentrer chez moi, soit chez mon père, soit chez ma mère. Mais mon parcours a continué comme ça, de foyer, famille d'accueil et retour à domicile, etc. Avais-tu des retours à domicile? Alors effectivement, il y a eu quelques retours à domicile, mais des retours qui ont toujours été rompus, étant donné que la situation faisait que je ne pouvais pas rentrer à domicile à ce moment-là, en tous les cas. Comment as-tu vécu ton placement? Alors moi, pour me répéter un petit peu, 4 ans, j'étais dans un foyer qui accueillait pas mal d'enfants, fallait apprendre à vivre en communauté. Donc déjà, c'est quelque chose de très particulier. On nous sort de notre famille, de notre vraie famille, et puis c'est un contexte assez particulier. J'ai eu de la chance d'avoir mes frères et sœurs qui m'ont suivi aussi dans ce même foyer, puisque du coup, c'est eux qui m'ont qui m'ont aidé aussi psychologiquement à tenir, mais ça a été assez difficile. Et puis en grandissant, plus je grandissais, mieux je comprenais. Mieux tu comprends, plus c'est difficile. Donc en fait, tu grandis, tu fais des rencontres, des connaissances, bonnes ou mauvaises. Pour moi, c'était plutôt le cas de mauvaises fréquentations. La DAS pour moi ne sait pas très bien gérer les placements des enfants, étant donné moi j'étais vagabondé de famille d'accueil en famille d'accueil. En fait, après, j'avoue que la DAS a eu un petit peu des difficultés avec moi. Elle savait plus où me mettre, elle savait plus, parce que toutes les familles d'accueil, je les fuguais. Et forcément, parce que moi, mon rêve et le rêve d'un enfant ou le rêve d'un adolescent, c'est d'être chez soi et de vivre auprès de ses proches, auprès des siens. Je fuguais en permanence, etc. Et puis, je me sentais pas à l'aise dans une famille d'accueil, parce que pour moi, je prenais la place d'un enfant, de l'enfant de la famille d'accueil potentiellement, ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, non, c'était pas un bon vécu. J'ai continué ce parcours-là, mais en foyer. J'ai entamé plusieurs foyers. J'en retiens particulièrement où je suis resté quand même pas mal d'années, où justement, comment dirais-je, j'ai appris justement à haïr, c'est le bon terme, à haïr la justice, très tôt, puisque pour moi on m'a enlevé de ma famille pour rien, du coup j'en voulais à cette justice qui m'a enlevé de ma famille. Et comment dire qu'on n'est pas d'accord face à une justice? On passe par la délinquance, et la délinquance a été malheureusement un passage dans ma vie, et d'autant plus influencé par aussi des amis qu'on rencontre dans les foyers. Dirais-tu que ton placement était justifié? Alors, est-ce que mon placement a été justifié ou Alors, il a été justifié, oui, forcément, parce que je me suis rendu compte que il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma famille. Effectivement, il y avait des choses, mais vous savez, à 4 ans, être arraché de sa famille, c'est douloureux. Donc, on grandit comme ça, un petit peu détruit, et puis la DAS nous aide pas, parce que derrière, on dit, il y a des familles, il y a des éducateurs, éducatrices qui sont là, les psychologues, c'est pas forcément vrai. Il n'y a pas un suivi très profond en fait sur l'enfant qui est placé.
C'était difficile, mais c'était justifié, mais difficile. En fin de compte, et j'ai eu du mal à l'accepter. Donc maintenant, j'accepte ce placement, même si j'accuse, alors peut-être à tort, mais j'accuse en tout cas les services sociaux de m'avoir fait connaître la détention et la délinquance. Connais-tu les raisons exactes de ton placement? Alors les raisons exactes de mon placement, je les connais pas. Et puis, d'une part, même si j'arriverais à les connaître, je les divulguerai pas comme ça en public. Et puis, deuxièmement, on m'a proposé d'avoir accès au dossier. C'est un accès dont je veux pas parce que pour moi, je préfère rester dans le petit film que je me suis fait. Et voilà, et puis rester là-dessus. Qu'en est-il de ton parcours scolaire? Alors forcément, hein, enfant placé, enfant malmené, etc. J'ai eu un parcours scolaire personnel très 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 compliqué. D'ailleurs, je me rappelle vers mes 5-6 ans, là où c'était à 6 ans, il me semble, quand j'étais en maternelle, où la maîtresse m'avait attaché avec du scotch sur une chaise pour plus que je bouge. Et j'étais resté comme ça quand même pas mal de minutes. Mais ça, c'est un mauvais souvenir. Non, donc mon parcours scolaire, forcément, non, il a été dévastateur puisque effectivement, je me concentrais pas dans les cours, je n'aimais pas l'école, je profitais pas. Pour moi, l'école n'était pas bienveillante pour moi, mais au contraire, aussi malveillante que pour moi la justice l'était à cette époque-là, en tout cas. Dirais-tu que tu es un enfant en colère? Alors j'étais un enfant en colère et l'enfant s'est transformé en adolescent révolté. Donc du coup ça a fait que, comme je le disais précédemment, hein, c'est là où les conneries ont débuté et puis que j'ai fait un peu tout et n'importe quoi et puis que je respectais d'ailleurs même pas les instits, rien. Pour moi la loi, c'est ce que je dis en permanence, la loi à cette époque-là c'était moi. J'étais la terreur des foyers, j'étais la terreur des services sociaux. Tellement j'ai subi de douleurs etc., qui sont restées à l'intérieur de moi, et au bout d'un moment, tout est sorti et Gabriel était intenable. Que penses-tu de l'aide sociale à l'enfance? Je pense qu'on est quand même une grande majorité. Hein. D'ailleurs, ce serait un reportage à effectuer, ça d'ailleurs, hein, les enfants placés, parce que c'est un fléau en France. Hein. Moi, j'appelle ça un petit peu un rapt, c'est-à-dire un enlèvement comme ça, qui n'est pas forcément justifié. Mais il faut savoir qu'un enfant qui est placé en famille d'accueil, ou en tout cas qui est confié donc à l'ASE, parce que ça s'appelle bien l'ASE au jour d'aujourd'hui, mais donc un enfant qui est confié à l'ASE rapporte beaucoup à l'État. Et donc, est-ce qu'on place les enfants réellement pour leur sécurité, etc., ou est-ce qu'on les place pour un rendement? Est-ce que c'est pas une usine, justement? Est-ce qu'on ne fait pas des familles d'accueil et des foyers des usines à justement créer de l'argent, s'enrichir, etc.? C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est pour ça. Mais je pense qu'effectivement, on est pas mal d'anciens gamins placés à avoir un parcours d'avenir assez différent des autres. Tu dis être un enfant révolté. Mais quelles en ont été les conséquences? Ça a conduit l'enfant révolté tout simplement à cause de ses bêtises dans un centre éducatif fermé. Alors un centre éducatif fermé à l'époque, parce que il me semble que les règles ont un petit peu changé au jour d'aujourd'hui, là, en 2020, c'est plus tout à fait pareil. Mais moi en tout cas, quand j'avais 16 ans, le centre éducatif fermé venait d'ouvrir ses portes. C'était tout nouveau, c'était en fait un avant-goût d'une prison pour mineurs, mais qui n'était pas tout à fait une prison. Donc c'est un peu le même principe. Hein. On m'a renfermé. Donc le but c'était que je fasse 6 mois dans ce centre éducatif fermé, en respectant forcément les règles et tout ce qui m'était demandé. Et si de là tout était respecté, je pouvais enfin quitter cet établissement pour rejoindre une vie à peu près normale. Mais c'est-à-dire, encore une fois, de toute façon, une fois sorti de ce centre éducatif fermé, je serais été replacé, etc. Donc, pour moi, j'ai pas grand-chose à gagner.
Donc, faut savoir, alors c'est pas une fierté, mais il faut savoir que à cette époque-là, j'étais quand même le premier adolescent qui a fugué. J'ai battu le record des fugues en centre éducatif fermé. Si on appelle ça des fugues, puisque c'est pas une prison. Donc, prison, voilà, on dirait évadé. Que t'apportaient ces fugues? Mais parce que, en fin de compte, à l'époque, moi, j'étais. Et je l'ai dit précédemment, j'étais intenable. J'étais celui, si on lui disait pose ça là, je le posais à côté. Donc, j'étais assez provocateur. J'en avais envers la justice, envers tous ces services, en fin de compte, services sociaux, juges des enfants, tout ça. Donc, j'en avais après tout le monde et tout ça. Et donc, moi, quel était mon but? De rester calme et posé en centre éducatif fermé? C'est la première question, c'est une question qui est bonne à se poser. Quel était mon but à moi de rester posé dans ce centre éducatif fermé pendant 6 mois, si par derrière, pour ressortir, c'était pour retourner en fin de compte dans ce cercle vicieux qui était donc soit une famille d'accueil provisoire, soit un foyer. Il n'y en avait pas. Donc pour moi, c'était comme je menais mon petit combat personnel, c'était en fait défier la responsabilité des adultes. Donc j'ai réussi à plusieurs reprises, mais ça m'a valu quand même des débois. Ça m'a valu que des paysans viennent armés sur moi parce que à l'époque un centre éducatif fermé était très mal vu. Donc c'était en campagne en plus. Donc si on apprenait qu'un jeune délinquant avait fugué, etc. Oula, il y avait énormément de paysans qui nous couraient après comme si on était des moutons. Donc en fin de compte c'était très compliqué. Mais je l'ai fait. Après, c'est un éducateur qui n'est pas tout à fait éducateur, qui n'était pas tout à fait éducateur à ce moment-là, donc au centre éducatif fermé. C'est un éducateur photographe qui m'a dit Gabriel, c'est simple, voilà, t'es jeune, je vois que t'en veux à tout le monde, à la terre entière, et moi je te propose que pendant ces 6 mois, on se pose, et puis donc que tu te poses, et qu'on fasse un petit travail ensemble. Et cet homme-là, donc cet homme qui est éducateur, mais avec qui j'ai eu de très très bons liens dès le départ, m'a emmené petit à petit vers la photographie, etc. Et m'a expliqué qu'en fin de compte, fuguer, oui, mais ça faisait que repousser l'échéance de la fin en fait de ce parcours de centre éducatif fermé. Donc, je l'ai écouté, j'ai pris ses conseils, on a fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup de jolies photos, beaucoup de reportages. Et puis, puis ces 6 mois sont passés en fin de compte, donc tant mieux. Comment s'est déroulé ton placement au centre éducatif fermé? Alors, pendant ces 6 mois de placement au centre éducatif fermé, il y a eu quand même des choses qui ont été très difficiles à gérer, puisque effectivement, j'avais un frère à ce moment-là qui travaillait dans le bâtiment et dont le toit s'est effondré, donc il est tombé du 3e étage et a atterri dans une classe scolaire. Donc il a été transféré d'urgence en hélicoptère à l'hôpital de Poitiers. Donc ça déjà, ça a été un coup au moral. Donc on m'a accepté, on m'a accordé le droit d'aller le voir une journée. C'était très gentil de la part justement du même éducateur photographe, c'est lui qui m'y a amené. C'était gentil et pas obligatoire. Ça, c'était un coup dur. Et le deuxième coup dur, c'est que forcément, je me suis éloigné de ma famille, de tout le monde. Et puis là, il n'y avait plus mes frères et sœurs derrière moi pour m'aider, etc. J'étais seul. Donc quand j'avais une merde, c'était seul. Et puis un jour, je téléphone, parce qu'on avait quand même droit c'était 1 ou 2 coups de téléphone par semaine, à notre famille, celle qu'on voulait, frère, sœur ou père, mère. Et un jour, j'appelle mon père, parce que c'est souvent mon père que j'appelais de toute façon. Et puis je l'entends au bout du fil, avec une voix assez grave. Et puis je l'entends mal en point. Mais donc je lui demande, ça va, papa, parce que là quand même, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais entendu parler comme ça, etc. Enfin, c'était assez compliqué, et puis ça m'a perturbé. Bon, se voulant rassurant, il m'a dit, Gabriel, tout va bien, et puis on se revoit à ta sortie,
et t'inquiète pas, on va continuer ensemble. Donc disons que j'ai pas vécu le reste de mon placement forcé en centre éducatif fermé très paisiblement, puisque je savais que derrière cette voix grave se cachait quelque chose de grave. Qu'as-tu appris sur la santé de ton père? Alors non, j'ai pas appris quelque chose de compliqué en fin de compte au téléphone, hein. J'ai compris moi à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, mon père à ce moment-là se voulait quand même très réservé et surtout très voilà, il voulait pas montrer la corde sensible, même quand il y avait des difficultés. Donc à ce moment-là, c'est pas ce moment-là où j'ai appris vraiment la gravité des choses, mais il me restait qu'un mois à effectuer en centre éducatif fermé. Et c'est un peu plus tard, je dirais, c'est à 2 semaines de ma sortie de ce centre, que en fait mon père était atteint d'un cancer. Donc ça a été un coup, le coup qui m'a quand même abattu. Ton père était-il présent lors de tes placements? Ah alors mon père était formidable sur le début de mon placement, donc que ce soit du plus jeune âge, pardon, je vais y réussir, jusqu'à même dans mes bêtises que j'ai pu faire et qui m'a conduit justement au centre éducatif fermé, etc. Il a toujours été là et je le remercie, car c'était une brave personne qui arrivait quand même à comprendre que effectivement, j'ai pas eu une vie heureuse comme tant d'autres, hein, je suis pas le seul, hein, mais en tout cas j'avais ce vécu-là. Il a su m'épauler et je le remercierai jamais assez parce que c'est grâce à lui en fin de compte que au jour d'aujourd'hui j'arrive enfin à peut-être me poser. Comment as-tu appris la maladie pour ton père? Alors non, moi je suis sorti avant de sortir du centre éducatif fermé, j'ai eu un de mes frères au téléphone. Où justement je lui ai posé la question, je lui ai dit comment ça se fait, papa quand même il a une voix grave mais il veut pas me dire ce qu'il a, il me dit c'est un rhume, etc., mais je trouve ça assez bizarre et je pense que me considérant comme enfermé et puis surtout ne pouvant pas sortir, ou en tout cas ne voulant pas que je sorte de force de ce centre, étant donné que c'était la fin pour moi, donc on a essayé de me protéger. Alors, est-ce que c'était bien ou mauvais? Je ne sais pas, mais c'était leur décision à eux. Donc, on m'a caché, en fin de compte, jusqu'à ma sortie de ce centre éducatif fermé, la vraie maladie qu'avait mon père. Donc, tu as appris que ton père avait un cancer? Alors, moi, je suis sorti du centre éducatif fermé. Mon père, donc j'ai appris par toute la famille que donc mon père était atteint d'un cancer. Et pas que, j'ai appris qu'il avait atteint en fait le stade de non-retour et que rien n'était, aucun médicament ou rien en tout cas à l'heure actuelle de ce moment-là était disponible pour le guérir. Donc on le savait insoignable et sur la fin. Donc moi je l'ai appris un peu. Voilà, c'était la joie de sortir du centre éducatif fermé. Et en même temps, l'effroi d'apprendre que son père, on va pas le connaître. En fait, on va le voir encore quelques jours, quelques heures. On sait pas trop, tellement d'ailleurs. Et puis que demain, après-demain, cette nuit, est-ce que je dors ou est-ce qu'il va mourir? Donc c'était assez bizarre. Mais là où je remercie la justice, c'est que dans cette période quand même qui a fait que je sois sorti de centre éducatif fermé, c'est qu'elle m'a pas replacé directement en foyer. Et donc, j'ai pu être chez une de mes sœurs qui essayait donc de me réconforter, mais se réconforter sur le même père, c'était assez compliqué puisque c'était compliqué pour nous tous. Cela a dû être compliqué d'avoir quitté ton père en bonne santé et de le retrouver malade. Ouais, c'est vrai que je suis rentré moi, en centre éducatif fermé. Mon père avait plutôt bonne mine et avait bon teint, comme on dit. Et il était toujours dans ses dragues et dans ses vannes. Mais ça, c'était mon père.
Et c'est vrai que 6 mois plus tard, le voir assez amaigri, faible, pâle, fatigué et surtout dans un lieu très particulier, hein, qui est la cancérologie, euh, hospitalisé sur un lit, avec comment dirais-je, de perfusions un peu partout. C'était assez particulier. Et j'en ai d'ailleurs voulu, hein, à ma famille de m'avoir caché cette sombre réalité-là quand j'étais encore au centre éducatif fermé, parce que j'aurais peut-être pu m'y préparer. Et là, j'ai fait cette découverte en sortant, et ça a été un fracas. Comment as-tu vécu la maladie de ton père? Alors avant tout ça, il s'est quand même passé des choses, hein. On a eu quand même des petits moments assez privilégiés, mon père et moi. Euh, je suis sorti donc du centre éducatif fermé, et je lui rendais tous les jours visite, donc à l'hôpital. On parlait, on passait nos journées ensemble. Il y avait des jours qui étaient bons, où il avait un peu la pêche, d'autres où il avait moins la forme, parce qu'effectivement, la maladie, et puis tout ce qu'on donne, hein, la chimio, etc., ça fatigue, et puis ça épuise, et puis on le voit de toute façon physique, et puis on le voit aussi dans la façon de parler. Mais en tout cas, on a pu peut-être se dire des choses qu'on se serait peut-être jamais dites, parce qu'en fait, on était assez... on s'aimait, mais sans se le dire. Voilà, donc c'était assez particulier comme contexte, mais... ouais, mais j'ai passé de super bons moments en fait en solo avec mon père. Malgré la situation, on essayait de flouter l'hôpital, de flouter ses perfusions, et puis de faire abstraction de tout et de profiter de ce qui restait, des moments à vivre. Donc, et à profiter à côté de lui. Mais après, c'est vrai que je n'en cache pas que mes nuits n'étaient pas les mêmes, etc. Tout était perturbé en fin de compte, puisque le compte à rebours était lancé, puis on ne savait pas exactement quand il allait partir. Et c'était ça le plus dur en fin de compte. Voir partir son père. Tu sembles plus proche de ton père que de ta mère. Non, alors effectivement, ma vie, ma vie, etc. Alors j'étais beaucoup mieux avec mon père que avec ma mère. Mon père et moi, on était assez fusionnels. On a fait les 400 coups ensemble. Alors c'est pas des conneries, hein, c'est des petits, voilà, des petits défis qu'on se lançait par moment, mais on a parcouru sur nos mobylettes, etc. Enfin bref, on a fait tellement de choses formidables. Non, oui, mon père était tout pour moi. C'était lui qui représentait bah, l'autorité, même si il n'en avait pas forcément avec moi, puisque ça partait vite à la rigolade. Mais c'était mon père, c'était mon papa, fallait pas y toucher. Voilà. Comment as-tu appris le décès de ton père? Le décès de mon père, je l'ai appris. Donc je l'avais appris, c'était à 4 heures du matin, par mon oncle, par un de mes oncles, qui est venu me chercher. Donc j'avais 16 ans, hein, pour souvenir. Je l'ai appris par lui. On a été à l'hôpital, toujours en cancérologie bien sûr. Et étonnamment, ça fait mal de repenser à cette scène, parce que c'était une scène assez macabre, où en fait la chambre où on rigolait avec son père, où on faisait abstraction en fait de toutes ces perfusions, de tous ces bruits, ces infirmières, etc. Là, on retrouve une chambre froide, les volets demi-ouverts, et les bras croisés avec une étiquette où son nom, prénom est marqué dessus. Et puis je vais au contact de mon père, je me rappelle, je vais lui toucher le bras. Et puis, pas instantanément, je pleure pas instantanément, je craque pas à ce moment-là. Parce que je prends pas conscience qu'il est mort. Je me dis, il est encore là pour le moment. Mais en sortant, c'était le moment de la révélation. En fin de compte, c'était en fait, il est plus là. Et il sera plus jamais là. Donc, pour moi, en fin de compte, avec la vie que j'ai pu vivre, en tout cas dans la survie de mon enfance, parce que j'appelle ça une survie de mon enfance, hein,
Et ben, pour moi, m'enlever mon père, c'était en gros, qu'est-ce qu'on cherche, Gabriel? Est-ce que on cherche son bien-être, ou en fin de compte, est-ce qu'on aime qu'il parte en sucette dans tous les sens? Donc, j'ai pas accepté la mort de mon père. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à aller plus loin dans la délinquance et à cette époque-là, à emmerder euh, tous ceux qui étaient officiellement supérieurs à moi, c'est-à-dire les magistrats, les policiers, les gendarmes, tout corps de métier au-delà de moi. Et ben pour moi, c'était un défi c'était un défi de tous les jours d'aller contre eux et d'aller contre de ce qui me disait. Parce que pour moi, c'était depuis le départ, depuis mon plus jeune âge, c'était leur faute à eux tous et eux toutes que mon enfance a été brisée. Après le décès de ton père, n'as-tu pas eu envie de te calmer? Non, je pense que mon père, il avait... moi, j'avais... je me rappelle de l'époque, j'avais promis à mon père de me tenir à carreau et de plus fréquenter ces lieux infréquentables, en fait, qui est les centres éducatifs fermés. Et puis, mon père ne voulait surtout pas me voir en prison. Moi, c'était quelque chose pour lui, c'était pas possible, ça. Hein. Donc, je lui ai dit, non, non, papa, t'inquiète pas, ton fils se calmera, et puis j'avancerai, je vais tenir jusqu'à mes 18 ans afin de me débrouiller tout seul. Mais les choses ont fait que bah, les émotions étaient trop fortes et que, et ben voilà, et ben, au bout d'un moment, et ben, j'ai craqué à ma manière. N'as-tu pas manqué de suivi psychologique? Il en est certain d'ailleurs, pas de suivi psychologique, pas d'aide, pas de. Il n'y avait rien derrière moi. J'ai perdu mon père. J'avais 16 ans. C'est le lendemain du décès de mon père. C'est comme si rien ne s'était passé. Niveau ce qu'on dit social, etc. Pourtant, on est là pour protéger les mineurs. Mais je rappelle quand même qu'à ce moment-là, j'étais encore mineur. Donc, comment ça se fait qu'on m'ait laissé si seul, en fin de compte, dans cette république là française qu'on dit qui est on veut protéger les enfants. Si on veut protéger les enfants, pourquoi on m'a pas protégé à ce moment-là aussi? Puisque c'était peut-être même là le moment le plus compliqué dans ma vie où il fallait justement me protéger de moi-même, protéger les autres et essayer aussi de d'approfondir donc un suivi psychologique qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs. Et, euh, et bien au contraire, j'en suis arrivé à faire des malaises assez fréquemment et c'est de là où on m'avait à l'époque aussi mis sous alprazolam, donc des anxiolytiques, parce que je n'arrivais pas, je dirais pas d'ailleurs que j'ai fait le deuil encore de mon père, mais en tout cas à ce moment-là c'était encore plus fort et j'avais pas fait le deuil de mon père et je ne voulais pas le faire. Quelle promesse as-tu fait à ton père avant son décès? Bah, alors à mon père je lui ai promis de ne jamais aller en prison. Donc on peut dire que ma promesse elle est négative. Voilà. Après, on fait des erreurs. Donc je pense qu'il m'aurait pardonné ses erreurs de son vivant. Et ouais, qu'est-ce que j'ai à dire à propos de ça? Non, j'ai pas tenu mes promesses, mais en tout cas, je pense que au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il serait, je pense, fier de moi. Pourquoi prenais-tu des anxiolytiques? Oui, dans mon parcours, faut pas oublier que malgré donc cette enfance malmenée et cette enfance brisée, etc., j'ai aussi d'abord perdu mon beau-frère. Hein, ça s'est passé un tout petit peu avant la perte de mon père. Donc lui est mort dans un accident de voiture, donc en Charente. Cette scène était, moi je me rappelle psychologiquement de la scène qui est assez cauchemardesque en fin de compte. C'est où en fait on vient lui faire un dernier bisou et puis on voit son corps partir au feu. Ça encore une fois, j'étais encore une fois mineure et c'était très compliqué à accepter. Le fait de perdre mon père, donc de le voir sur ce lit où je le voyais tous les jours en fin de compte, hein, mais
avec le sourire, même quand ça allait pas, et puis avec la bienveillance, où je le voyais même essayer de parler, puiser dans ses dernières forces qui pouvaient lui rester, parce que c'était très compliqué de lui, au fur et à mesure, de parler, puisque c'était un cancer de la gorge à la base, hein, qui s'est généralisé. Se battre juste pour dire je t'aime mon fils, ou ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir et on ira pêcher, on ira faire des choses ensemble. Tout ça, ça reste dans ma mémoire. Donc non. Alors, en fait, moi, dans tout ce qui s'est passé dans ma vie, en fait, du coup, je pense que ça m'a fragilisé. Et le décès de mon beau-frère et puis le décès de mon père ont fait que c'était les coups de trop, en fait. Et c'est de là où j'ai commencé à faire des malaises, pour un simple rhume, croire que le rhume allait me tuer. En fait, c'était une sorte. Donc, on m'avait dit à l'époque que j'étais en dépression. Je me sentais pas du tout dépressif. En tout cas, je me sentais mal et j'avais peur de tout. Puis, je sortais pratiquement plus non plus parce que j'avais peur aussi du monde extérieur. En fin de compte, de faire un malaise à l'extérieur, hors d'un petit cocon apaisé. On m'a mis sous anxiolytique, hein, donc sous alprazolam, pour essayer en fin de compte, de me détendre et puis peut-être de guérir. Prends-tu toujours des anxiolytiques? Alors actuellement, les alprazolam, donc Xanax, hein, c'est un médicament assez vicieux et j'étais pas prévenu. Donc moi à l'époque on me les a donnés, hein, j'avais 16 ans, hein, je le rappelle, hein, parce que c'est assez important. Et j'ai jamais été prévenu en tout cas de ce qu'était le médicament en soi. Donc le Xanax est effectivement un anxiolytique, mais un anxiolytique qui est normalement prescrit dans les règles pour 6 mois au maximum. Au-delà, il y a une dépendance qui se lie à ça. Et cette dépendance fait que si on ne prend plus son fameux Xanax, on sent l'effet de manque. Donc, est-ce qu'à l'heure actuelle, j'ai arrêté les Xanax? Non, j'en prends encore. Et les crises d'angoisse, hein, se font plus rares, de par toutes mes occupations, etc. Mais il y en a encore. Mais c'est surtout cet effet de manque qui est le plus dur à enlever et éliminer. D'où est venue ta passion pour la vidéo? Alors, je pense que l'éducateur, photographe et vidéaste, hein, d'ailleurs, m'a beaucoup appris à ce sujet-là. Mais déjà, j'en rêvais, hein, déjà depuis quelques années. Hein. Et réellement, là où j'ai pris goût de la vidéo, c'est quand les premiers smartphones sont sortis avec les caméras, vous savez, où on pouvait filmer. Alors, c'était pas très long, hein, puis c'était une image, c'était une qualité assez moche, mais on pouvait filmer. Et c'est ça qui m'a donné goût en fin de compte. Donc j'apprenais mes prises de vue, mais c'était pas mon téléphone, ça coûtait trop cher à l'époque, c'était le téléphone de mes sœurs. Et c'est comme ça que je me suis un petit peu plus voqué à l'occupation de la vidéo. À l'heure d'aujourd'hui, dirais-tu que tu as quitté le système de l'aide sociale à l'enfance? Les services sociaux, c'est un cercle vicieux, hein, en fin de compte. Hein. Du moment où tu mets le petit doigt dans un foyer ou dans une famille d'accueil, il est très difficile d'en sortir. Même si tout va bien dans ta famille, on trouvera toujours, et on prouvera d'ailleurs au juge, hein, par A plus B, que non, il y a ça et ça qui ne vont pas. D'ailleurs, mon parcours, hein, n'a pas été aussi facile que ça aussi, parce que j'ai moi-même après construit ma vie familiale. Donc j'ai eu des enfants, donc d'une première union, où la mère était assez, comment dire, était peu présente pour eux. Donc j'ai eu des difficultés avec mes 2 premiers enfants qui ont été vite placés. Donc j'ai réussi à récupérer leur garde, hein, par la suite. Et puis ma vie a continué. Bon, j'ai eu d'autres enfants et puis les services sociaux m'ont jamais lâché. Au contraire, ils étaient toujours là
tel un aimant derrière moi à me maintenir et à essayer de maintenir une pression assez féroce sur ma situation paternelle du coup. Donc du coup, il s'est retrouvé que tous mes enfants ont été placés à un moment. Parce qu'on me reprochait des choses qui n'existaient pas, mais en tout cas, les juges croyaient forcément en leur service. Donc, moi, c'est plutôt l'idée que je me fais des services sociaux, même s'il en faut, hein, effectivement. Il faut forcément des éducateurs, des éducatrices, des familles d'accueil, parce qu'il y a vraiment des enfants qui en ont besoin. Mais j'ai l'impression et la sensation qu'on s'occupe trop des enfants qui n'en ont pas besoin, que des enfants qui ont véritablement leur place dans ces lieux-là. Donc voilà, après la vie était... On s'acharne sur nous, mais il faut pas perdre l'énergie et l'espoir. Moi, j'ai jamais perdu l'espoir. Et puis, ça me réussit petit à petit. J'ai l'impression, en tout cas. Dirais-tu que tes angoisses viennent du poids des services sociaux? Or non, moi je ne mettrai pas la faute de mes prises donc sur l'électrique sur les services sociaux. Par contre, j'oserais dire, donc face caméra, que pour moi les services sociaux sont une espèce de secte des gourous. Et ça faut le dire, et je pense qu'à travers ma situation donc personnelle que je vous dis actuellement, beaucoup se retrouveront. Je pense qu'on enlève beaucoup trop d'enfants à des titres apparemment qui se voudraient une mise en danger d'enfant, où on arrive toujours à trouver le petit point qui fait que l'enfant est soi-disant en danger, mais en fin de compte, pour moi tout ça est sectaire et ça se voit, et puis c'est de plus en plus accru d'ailleurs. En fait, les enfants, ce qu'il y a, c'est moi, c'est comme une usine. Une usine, il faut qu'elle tourne. Sans employés, elle ne tourne pas. Et une famille d'accueil, un foyer, donc l'ASE, sans enfants, il ne tourne pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut forcément des enfants. Et il est tellement plus facile d'aller frapper chez les anciens placés qui ont eu, eux, des enfants par la suite, que d'aller frapper dans des portes inconnues et puis peut-être essayer de frapper dans un mur. Donc voilà, j'aurais tendance à dire qu'ils choisissent la facilité, mais que les services sociaux ne prennent pas vraiment conscience qu'il y a réellement des dangers. Il y a des enfants en danger en France, ça faut le dire. Et c'est sur eux qu'il faudrait se préoccuper et mettre la main dessus, parce que on en arrive à des morts d'enfants maltraités par un père, maltraités par la mère, ou alors d'autres cas qu'on entend un peu partout. Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est un bon sujet à faire, ce sujet d'enfants placés, d'ex-enfants placés ou parents qui a connu aussi ces enfants qui ont été placés. C'est un sujet que, en tout cas, moi, pour le média indépendant, je songe quand même depuis quelque temps, parce qu'il faut parler, il faut oser parler, et le média est ouvert à toutes et à tous, et on n'a pas à fermer nos bouches devant des services qui se voudraient dire la vérité, qui en fin de compte n'est qu'une irréalité. Voilà, tout simplement. Dirais-tu que les placements d'enfants sont toujours justifiés? En fait, ça rebondit un petit peu à ce que je disais, c'est que les enfants, on ne les place pas parce qu'ils ont un réel problème familial ou un réel danger familial. Les enfants en France, c'est pas comme ça qu'on les place. Au bout d'un moment, il faut se mettre à la raison. Je vais me faire beaucoup d'ennemis à travers cette vidéo, mais il faut se mettre à la raison et à la bonne page. On est maintenant en 2020, et donc je vais redire à peu près ce que j'ai dit précédemment, mais les enfants, on les place, on essaye de placer les enfants les plus faciles à avoir. Et on n'essaye pas d'aller frapper, ou alors en tout cas de mener de vraies enquêtes sur des enfants qui sont, eux, potentiellement réellement en danger. Parce que pourtant, il y a des signaux d'alarme. Il y a des enfants ou des adolescents qui vont voir la psychologue scolaire, etc. Ou même qui vont parler à leurs copains parlent à leurs parents. Tout ça pourrait être pris en charge par ces services. C'est pas le cas actuellement. Donc on est à même de se poser la question, comment ça se fait que ces enfants réellement en danger ne sont pas considérés comme des enfants en danger et sont laissés chez leur père tyran ou chez leur mère tyran, etc. Donc c'est une question. Après maintenant, pour le moment, je ne suis pas assez bien placé pour répondre à tout ça, mais la question se pose.
Dirais-tu que l'aide sociale à l'enfance manque de moyens financiers? Alors l'ASE manque à aucun moment de moyens. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je pense que l'ASE a suffisamment les moyens de mener les enquêtes qu'il pourrait, s'il voudrait vraiment les mener. Le problème actuellement est toujours le même, c'est que les recherches, ça prend du temps, c'est compliqué, mais qu'en attendant, l'usine, faut la faire tourner. Le pain, ça se fait pas tout seul. Et ben voilà. Alors, merci Gabriel de nous avoir accordé ce moment privilégié en ta compagnie. En tout cas, j'espère que tu seras présent encore en 2020 pour ton média. Et surtout, je te souhaite une très bonne année pour toi. En tout cas, merci à toutes et à tous de suivre de jour en jour le média indépendant. Vous êtes de jour en jour plus nombreuses et nombreuses, donc à suivre et à vous abonner. C'est comme ça qu'on avance, hein, pour une liberté d'expression qui nous est un petit peu maintenant confisquée. Je tiens à rappeler aussi que on est en train de vouloir réaliser un FAQ. Donc FAQ, c'est quoi? C'est une foire aux questions. Parce que peut-être que vous, derrière votre écran, vous posez la question, je sais pas moi, Gabriel, mais comment as-tu commencé? Quel âge as-tu? Ou dans quelle ville pars-tu? Que préfères-tu? Enfin voilà, n'importe quelle question, on répondra à votre question. Donc n'hésitez pas sur la page, sur le compte YouTube, dans les commentaires, à laisser vos potentielles questions que vous auriez envie de me poser, ainsi que sur la page Facebook, en commentaire, et sur Twitter, parce que je rappelle que le média indépendant est disponible partout, sur tous les réseaux sociaux, donc vous pouvez y laisser vos questions, et nous y répondrons prochainement dans une vidéo bientôt à venir qui sera titrée FAQ numéro 1, le média indépendant.